Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'organisation des travaux pratiques de VHDL pour cette année. Donc pour commencer, quelques informations. Ces TP seront organisés selon 7 séances de 1h30, donc vous serez divisé en plusieurs groupes de TP, et l'objectif de ces TP sera de réaliser un microcalculateur relativement simple sur 4 bits que nous décrirons en VHDL, que nous simulerons, puis que nous implanterons sur une carte FPGA de type DE1, c'est les cartes que vous avez déjà utilisées l'année précédente. Donc aucun compte-rendu ne vous sera demandé à l'issue de ces TP. En revanche, il y aura un DS spécifique, donc qui aura lieu le même jour que le DS VHDL et consistera en un QCM sur ce que vous aurez effectué en TP. Donc je vous invite fortement à réaliser vous-même votre compte-rendu que vous pourrez utiliser bien entendu le jour du DS. Lors de cette séance, nous aurons l'occasion de simuler l'architecture sous modèle SIM, un peu comme vous l'avez déjà fait en TD. Ça devrait prendre quelque chose comme 2 voire 3 séances. Ensuite, vous allez récupérer les fichiers VHDL que vous avez écrits et vous allez les rapatrier sous l'outil Quartus d'Intel afin d'implanter votre microcalculateur sur le FPGA. Ensuite, s'il reste un petit peu de temps, on essaiera d'améliorer l'architecture du microcalculateur en interfaçant avec une mémoire dans laquelle nous stockerons les différentes commandes à effectuer. Bon, ça, je vous en dirai un petit peu plus par la suite. Donc, l'architecture du microcalculateur, elle est articulée autour d'une unité arithmétique et logique, donc une UAL, qui va travailler sur des nombres de 4 bits non signés avec une sortie sur 4 bits. Donc rappelez-vous, l'UAL c'est un composant qui permet, comme son nom l'indique, d'effectuer des opérations arithmétiques et logiques à partir d'un certain code op. C'est donc une entrée supplémentaire qu'on appelle le code opération. Par exemple ici, dans le tableau 3 de votre document, vous pouvez voir les différentes opérations à réaliser en fonction du code op, qui est codé, lui, sur 3 bits. Donc si le code op, par exemple, vaut 0, 0, 0, l'opération à réaliser, c'est un et logique. Si le code op vaut, par exemple, 1, 1, 0, là, c'est l'opération d'addition qu'il convient de réaliser entre les entrées A et B. D'autre part, vous pouvez voir là sur la figure que l'unité arithmétique et logique possède un certain nombre de sorties supplémentaires qu'on appelle des flags, ou drapeaux en français. Ces flags sont ni plus ni moins que des indicateurs sur les résultats obtenus en sortie de l'unité arithmétique et logique. En fait, ces flags là sont au nombre de 5. Il y a un premier flag qui est le cout, que vous connaissez bien, qui indique s'il y a eu une retenue sortante lorsqu'une opération arithmétique est effectuée. Les 3 autres flags concernent des résultats issus de comparaison. Par exemple, AMTB sera 1 si l'entrée A est plus grande que l'entrée B, sinon il passera à 0 dans le cas contraire. ALTB et AEQB passeront respectivement à 1 lorsque A sera inférieur à B ou lorsque A sera égal à B. D'accord ? Et finalement, le dernier flag, 0, il passera à l'état 1, lui, si le résultat issu de l'unité arithmétique et logique est nul. Donc un autre élément très important dans l'architecture de votre microcalculateur, c'est ce qu'on appelle le banc de registre. Alors ce banc de registre, il est constitué de 4 registres codés sur 4 bits, disposés en parallèle, et ces registres vont servir finalement à stocker le résultat qui provient de l'unité arithmétique et logique. Donc il existera donc 4 possibilités de stockage, si vous voulez, de manière à sauvegarder des résultats temporaires ou intermédiaires d'un calcul. Autre élément important de l'architecture, les multiplexeurs qui vont servir à configurer le chemin de données dans votre architecture. Donc le premier multiplexeur, lui, va avoir pour rôle de présenter à l'unité arithmétique et logique soit une entrée qui provient de l'extérieur de votre architecture, donc l'entrée A, soit une donnée qui est préalablement stockée dans l'un des 4 registres. Donc ça permet notamment de pouvoir réutiliser les données issues d'un calcul précédent. Le second multiplexeur, lui, est quant à lui utilisé pour rediriger le contenu d'un des 4 registres vers l'entrée de l'unité arithmétique et logique, à travers le multiplexeur précédent. Donc,
Toute cette architecture est en fait commandée par un composant appelé contrôleur, qui est en fait en gros le chef d'orchestre des différentes opérations. Ce contrôleur possède en entrée une instruction, et en fonction de cette instruction, il va générer les différents signaux qui vont piloter les différents composants de votre architecture. À savoir, il va y avoir les entrées de sélection des différents multiplexeurs, bien sûr. Il y a le code-op pour l'unité arithmétique et logique, et les signaux de validation, d'écriture des 4 registres qu'on appelle aussi des clock enable. Toutes les données qu'on présentera à l'architecture, à savoir l'entrée A, l'entrée B, l'entrée d'instruction, elles passeront par des registres, donc qui sont constitués de bascules D et qui seront validés par des entrées, donc valide A, valide B, valide instruction, respectivement. L'entrée valide calque, elle sera directement connectée au contrôleur à des fins de validation de calcul, on en reparlera un petit peu plus tard. En ce qui concerne les sorties de ce microcalculateur, on trouvera les flags qu'on a déjà vus, ainsi que les sorties R0, R1, R2 et R3 out, qui sont les sorties des registres du banc. Également, à des fins de debug, on sortira les signaux internes A out et B out, qui proviennent des sorties des registres d'entrée A et B. Donc intéressons-nous maintenant au fonctionnement du microcalculateur. Comme on l'a déjà dit, ce microcalculateur est commandé par des instructions en fait, qui sont codées sur 8 bits. Ces instructions sont divisées en différents champs. Il y a les 2 bits, ici 7 et 6, qui vont spécifier le numéro du registre destination, comme vous pouvez le voir là. Il y a éventuellement les bits 5 et 4 qui vont venir coder le registre source. Ensuite, le bit 3 qui va spécifier quel type de données on va présenter à l'unité arithmétique et logique. Si ce bit est égal à 0, alors dans ce cas-là, l'unité arithmétique et logique travaillera sur des entrées A et B du microcalculateur. Par contre, si ce bit est à 1, l'unité arithmétique et logique travaillera sur une opérande qui provient d'un des registres du banc, donc RI, et l'autre opérande, c'est l'entrée B. Donc l'entrée A ne sera plus considérée dans ce cas. Et finalement, les 3 derniers bits de cette instruction vont coder en fait le code-op de l'unité arithmétique et logique qu'on a vu précédemment. Donc illustrons tout ça par un exemple. Si l'instruction qu'on fournit au micro est 01, 00, 1, 1, 1, 0, comme illustré ici, ça signifie déjà que l'opération effectuée va venir travailler sur une opérande qui provient d'un des registres RI et de l'opérande B, car le bit d'instruction 3 est à 0. D'autre part, le fait que le code-op soit 110, ça signifie qu'il s'agit d'une opération d'addition, si on regarde dans la table correspondante. Ensuite, le numéro du registre source, c'est-à-dire celui qui sera présenté à l'unité arithmétique et logique, lui il a le code 00, donc c'est R0 qu'on va spécifier. Et finalement, le numéro du registre destination étant 01, c'est-à-dire R1, nous pouvons dire que le microcalculateur effectuera l'opération R0 plus B et que le résultat sera stocké dans R1. Dernier exemple avec l'instruction suivante, 11 0 0 0 1 0 0. Si l'instruction 3 d'abord vaut 0, dans ce cas, l'unité arithmétique et logique travaillera sur les entrées A et B du microcalculateur. Il n'y aura plus de registre interne qui sera considéré. Donc l'opération effectuée sera donnée par le code-op, et si on regarde la table, il s'agira, alors 1, 0, 0, il s'agira d'un ou exclusif entre les opérandes. Finalement, le registre source, lui, il n'importe pas, dans la mesure où on ne va pas réutiliser les registres d'entrée. En revanche, le registre destination, lui, sera le registre ayant le code 1.1, c'est-à-dire R3. Donc au final, le résultat est donc qu'on effectuera un XOR entre A et B et qu'on stockera le résultat dans R3. Donc voilà, pour commencer, je vous propose de créer d'abord un unique projet sous modèle SIM que vous utiliserez dans tous les TP. Ensuite, vous allez pouvoir commencer à décrire les différents modules en VHDL, à savoir l'unité arithmétique et logique, les registres, les multiplexeurs, le contrôleur.
N'oubliez pas de valider le fonctionnement de chaque composant indépendamment à l'aide d'un test bench associé. Ça, c'est quelque chose de très important si vous voulez vérifier le fonctionnement de vos composants. Et une fois que vous aurez décrit, validé les différents composants, vous pourrez écrire le fichier microcalculateur.vhd qui va regrouper les différents composants. Et là, vous pourrez à nouveau le tester avant de passer sous Quartus pour l'implantation. Donc voilà, les prochaines étapes vous seront spécifiées ensuite en TP. D'ici là, bon courage et puis à très bientôt.